Donc là, vous êtes aujourd'hui, vous, plutôt une audience qui est soit en train de monter une entreprise, soit qui ont déjà vécu une expérience entrepreneuriale ou qui avaient déjà lancé une activité vous êtes donc des entrepreneurs. Et donc je vais m'adresser à vous sur ces deux niveaux-là, à la fois comme expert du digital et puis aussi comme directeur d'une business unit. J'espère que mes propos feront écho à ce que vous vivez au quotidien. Alors rapidement, Pump Up en quelques chiffres, nous sommes donc 3 agences en France, Grenoble, Paris et Roubaix. On possède plusieurs certifications sur les différents leviers que je vais aborder tout à l'heure. Et nos métiers, on a 3 pôles de compétences spécifiques. Tout d'abord, l'acquisition de trafic, donc c'est comment on fait pour générer une audience qualifiée. Ensuite, la conversion, comment on transforme les visiteurs en clients. Et tout ça est relié par évidemment la partie data, qui est la mesure de l'ensemble des données que l'on peut récolter sur le web. Donc au niveau des leviers, on travaille un mix marketing assez large. On va du référencement payant, référencement naturel, les réseaux sociaux, newsletters, tout ce qui est inbound marketing et de manière plus générale tout ce qui est branding et notoriété. Alors, aujourd'hui, on va travailler comment on fait pour appréhender, déjà dans un premier temps, une première partie, son business model commercial sur le digital. Il y a 3 typologies de sites qui existent sur la toile aujourd'hui. Il y a des sites qui sont des sites qui monétisent, donc des sites e-commerce, qui sont donc des sites de vente en ligne, des sites qu'on appelle de leads, qui ont pour objectif de générer des contacts, puis ensuite de les traiter commercialement pour engendrer un chiffre d'affaires. Et puis enfin, il y a les sites vitrines, qui sont des sites de notoriété, qui sont plutôt des sites corporate, sur lesquels la monétisation est du coup moins évidente. Nous, on travaille principalement sur, vous l'avez compris, des sites e-commerce et des sites de lead qui engendrent de la monétisation. Pour rappel, il y a 3 indicateurs qu'on va essayer de voir aujourd'hui, sur lesquels on va jouer ensemble. D'abord, le premier indicateur pour apprendre son business model, c'est le taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est une division, tous les taux sont des divisions, je fais un petit peu de maths pour les moins matheux d'entre vous. C'est le nombre de contacts ou de ventes divisé par le nombre de visiteurs qu'on peut avoir sur une plateforme web. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est le CPA. Donc le CPA, c'est le coût par acquisition. C'est le budget dépensé par rapport au nombre de contacts ou au nombre de ventes qu'on a provoqué. Et puis enfin, la LTV, c'est la lifetime value. La lifetime value, c'est la somme des profits qui sont générés par une entreprise tout au long de sa relation avec un client. Voilà. Donc ça, c'est 3 éléments fondamentaux d'un business plan commercial. Sachant que là, l'idée, je vais pas vous faire un cours financier. Vous avez à disposition au sein du réseau de la CSI et des COBIZ, certainement beaucoup de compétences qui vous accompagnent sur le montage d'un business plan financier. Là, on est vraiment dans une logique purement commerciale et business model. Alors, on va essayer d'appréhender ces ratios à travers 2 exemples. Le premier exemple que je vous propose, c'est les croquettes. Les plus cinéphiles d'entre vous ont reconnu le chat de Shrek, le chat beauté de Shrek. Alors, pourquoi je parle des croquettes? Les croquettes, c'est un business model qui va nous permettre d'appréhender la répartition du chiffre d'affaires en fonction de 2 typologies clients. Je parle bien des clients, je ne parle pas des prospects, donc des gens qui ont acheté le produit. Dans les typologies clients, quand on envisage la ventilation d'un chiffre d'affaires, on peut avoir tout un tas de typologies différentes. On peut parler par exemple des hommes, des femmes, on peut parler des citadins et des gens qui vivent plutôt en province. On peut avoir une segmentation sur les tranches d'âge. Bref, la segmentation client peut se faire de tout un tas de critères différents. Néanmoins, il y a un élément qui est très important dans l'appréhension d'un business model, c'est la segmentation des clients en fonction des clients récurrents et des nouveaux clients. Faites l'exercice pour ceux qui ont une année d'activité derrière eux. Essayez d'analyser la part du chiffre d'affaires qui est liée à vos clients existants, c'est-à-dire ceux qui existaient avant le 1er janvier 2020, et la part des nouveaux clients que vous avez réussi à capter cette année. Eh bien, cette proportion-là, elle est extrêmement importante pour définir la stratégie ensuite qu'on va mettre en place dans votre approche commerciale. Dans le cas des croquettes, on peut raisonnablement envisager que la part de clients récurrents est très importante. Les croquettes, c'est des produits de consommation régulière, comme d'autres secteurs, la parapharmacie par exemple, tout ce qui est agroalimentaire de manière générale, et puis d'autres produits. Je pense à l'abonnement téléphonique. Tous les mois, on paye notre opérateur. Donc, il y a des business qui sont tagués avec une très forte récurrence. Du coup, la stratégie commerciale qui va aller avec cette stratégie-là, c'est une stratégie commerciale qui va essayer de répondre à 2 objectifs. Le premier objectif, c'est une stratégie d'acquisition de volume de chiffre d'affaires newbie, donc plutôt une stratégie de pénétration de marché.
quel qu'en soit finalement le coût. Puisque l'intérêt de cette stratégie, c'est de se dire, bah, finalement, je peux m'adosser à une récurrence très forte, et donc je peux avoir une vraie stratégie de conquête. Et puis le deuxième objectif, évidemment, bah, c'est de faire de la marge. Hein, si on vend à perte, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, deuxième stratégie qui vient en confrontation, c'est une stratégie de limitation ou de préservation du coût d'acquisition afin de préserver la marge. Dans le cas des croquettes, en fait, ce qui est le plus intéressant de faire sur les gammes de produits récurrentes, ça va être d'aller plutôt vers une stratégie de pénétration de marché et donc d'acquisition de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que si on en termes de rentabilité, donc de ROI, un retour sur investissement, il y a deux façons de calculer le ROI. Il y a ce que j'appelle le ROI premier achat, c'est-à-dire qu'on va en gros calculer notre chiffre d'affaires du premier achat, et puis on va enlever les coûts afférents à la marge commerciale. Donc ça, c'est une approche possible, mais qui du coup est très limitante. L'autre approche, quand on bénéficie d'un socle de récurrence, c'est d'associer à ce ROI premier achat le chiffre d'affaires récurrent qu'on va pouvoir estimer. Alors comment on estime ce chiffre d'affaires? Vous prenez vos 100 nouveaux clients, par exemple, combien achètent à nouveau, à quelle fréquence et pour quel panier moyen. Du coup, vous estimez un chiffre d'affaires moyen projectif, un chiffre d'affaires moyen qui va être lié à votre récurrence. Et par conséquent, votre rentabilité va être évidemment grandie. Ce qui fait que plutôt que d'être dans une stratégie où on va préserver notre marge du premier achat, eh bien, on va au contraire bâtir une stratégie qui va intégrer la marge, parce que la marge va se faire dans le temps. Hein, c'est cette notion de lifetime value. Pour les business comme les croquettes, la marge ne sera jamais ou très rarement sur le premier achat, elle va plutôt se faire sur la récurrence. Donc, dans un modèle comme celui-ci, le taux de conversion digitale, il faut qu'il soit standard. Hein. Si vous avez un site internet qui ne convertit pas bien, ça va être compliqué quand même de provoquer de la renta. Ensuite, le coût d'acquisition, bah, on accepte le fait qu'il soit élevé. On accepte même le fait parfois qu'on soit à perte sur le premier achat. Et parce que la taux de fidélisation, donc la lifetime value, elle va être évidemment élevée. Le volume de chiffre d'affaires, donc en conclusion, il augmente à court terme dans une stratégie telle que la pénétration de marché. Le panier moyen est un élément qui peut faire varier le coût d'acquisition ou l'atteinte du seuil de renta. Si je vends des produits récurrents avec des forts paniers moyens, c'est encore mieux. Hein, mon seuil de rentabilité, je n'ai pas à attendre peut-être 5, 6 ou 7 mois avant d'atteindre ma marge. Je vais l'atteindre très rapidement. Et puis enfin, plus la lifetime value est longue, plus la valeur de vie client est longue, plus la marge est forte. Allez, je vous mets le contre-exemple par rapport aux croquettes, c'est les piscines. On a tous envie d'y être au bord de cette piscine en ce moment. Dans les piscines, c'est un peu l'inverse. On a une part de nouveaux clients très importante et puis évidemment une part de clients récurrents qui va être plutôt faible. Dans ce cas, eh bien, on va plutôt opter pour une stratégie de préservation de la marge qui va conditionner nos budgets publicitaires et la rentabilité globale du modèle. Donc dans ce cas-là, le taux de conversion il est standard, le coût d'acquisition il est limité et le taux de fidélisation il va être très faible. Hop, voilà. Donc c'est quoi l'équation qu'on peut avoir là-dessus? Quand j'ai une stratégie de préservation de la marge, il y a un indicateur qu'on aime bien définir, nous experts du web, c'est le CPA max. Le CPA max, c'est le coût d'acquisition maximum qu'on est prêt à dépenser pour obtenir un nouveau client. Ce plafond de verre, enfin, cet indicateur, il va être extrêmement déterminant dans la suite de la logique. Donc, quand j'obtiens mon CPA max, je vais le redire une fois, c'est le coût d'acquisition maximum qu'on est prêt à investir pour obtenir un nouveau client, sans évidemment péter les marges. Le CPA max, il va souvent engendrer, s'il est trop bas, hein, il va souvent engendrer un faible volume de clics. C'est-à-dire que la volumétrie de trafic va être dépendante de cette notion du CPA max. Le trafic, il va donc se projeter sur votre site web et grâce à la performance du site, qui est le taux de conversion digitale, on l'a vu tout à l'heure, va engendrer du volume de chiffre d'affaires. Donc là, on voit bien, on retrouve la logique du volume et de la marge. Et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que si ce CPA max est trop bas, eh bien, on aura du mal à obtenir un volume de chiffre d'affaires satisfaisant pour absorber l'ensemble des charges fixes derrière, et donc à provoquer une rentabilité nette globale. Ça, c'est un point qui est très important à comprendre dans la construction de vos business plans commerciaux. Alors, je prends l'exemple des piscines. Si demain je monte une campagne publicitaire sur le web pour un vendeur de piscine et qui me dit pour ma piscine qui vaut 55 000 euros, je vous autorise à avoir un CPA max à 10 euros, c'est sûr qu'on va pas faire beaucoup de volume de vente. Et en plus, c'est pas très raisonnable.
Donc là-dessus, il y a plusieurs leviers, plusieurs éléments de compensation qui sont possibles. D'abord, eh bien, on peut déjà proposer à l'annonceur de revoir sa stratégie de sourcing produit. Peut-être que son sourcing ou de production, peut-être qu'elle n'est pas bonne, pour permettre d'élever un petit peu ce CPA max. Et puis sinon, bah, on lui propose d'annoncer sur d'autres catégories de produits sur lesquels on est moins dépendant de ce CPA max qui serait trop bas. Voilà, donc quand votre business, il n'y a pas de récurrence, que votre panier moyen est très bas et que vos taux de marge sont relatifs, c'est compliqué de trouver une équation digitale qui va matcher parce que si la pression concurrentielle est très forte, bah, vous aurez beaucoup de mal à provoquer du volume de chiffre d'affaires et de la rentabilité. En conclusion, donc, le volume de chiffre d'affaires, il est lié à la limite de CPA max. Le panier moyen et le taux de marge déterminent ce CPA max, et plus le CPA est bas, donc plus le coût d'acquisition va être bas, et là, à ce moment-là, plus la marge sera élevée. Et c'est tout l'enjeu de l'optimisation sur le web, c'est-à-dire que plus on va arriver dans ces business-là à faire baisser le coût d'acquisition tout en gardant l'objectif de volume, bah, plus on va augmenter évidemment la marge qui sera tirée de ces ventes. J'ai essayé de vous montrer ça dans la matrice produit. Alors, la matrice produit, pour nous, chez PumpUp, c'est un outil qu'on utilise à chaque fois qu'on travaille avec un client sur le web. C'est un peu une étape obligée qui challenge les annonceurs dans leur pratique. Ils sont un peu surpris, ils se disent mais je comprends pas, vous êtes censés être des professionnels du web et là vous me demandez de faire une matrice produit, c'est quoi le rapport? Et bien le rapport, c'est justement d'arriver à comprendre quelle stratégie on va mettre en place en fonction de la caractéristique des lignes produits sur lesquelles on va annoncer. J'ai repris ici l'exemple des croquettes. Donc, business de vente en ligne, ici, je vous ai fait 3 catégories de produits. Donc, on a les aliments pour chiens, par exemple. Dans les aliments pour chiens, on a des croquettes bio de 5 kilos qui coûtent 45 € et dont le taux de marge est à 30%. On a les aliments pour perroquets avec des vitamines de 150 grammes, ça coûte 75 € et on marge à 45. Et puis on a des accessoires, on a un super barbe à chat à 250 €, dont le taux de marge est à 25%. Bah, vous comprenez bien que en fonction de ces indicateurs, on va pas avoir la même stratégie, les mêmes contraintes en termes de CPA max ou d'opportunités en termes de développement du chiffre d'affaires. Pareil pour la partie piscine. Là aussi, on a des taux de marge et des paniers moyens qui peuvent varier en fonction des gammes produits. Et le fait d'exprimer cette matrice produit sur l'ensemble des gammes qu'on a, permet derrière de monter la bonne application de stratégie sur le web. Alors cette matrice, pour moi, vous voyez, il y a 4 colonnes. C'est vraiment la matrice de base. Sans ça, on peut rien faire. Par contre, on peut évidemment enrichir les colonnes en fonction des modèles. On peut par exemple intégrer une colonne sur l'intensité de la récurrence. Les aliments pour chiens et mes croquettes bio de 5 kg, on va considérer que c'est une récurrence forte. On va aussi pouvoir intégrer des notions de la saisonnalité. Par exemple, les piscines en hiver, je pense que voilà, on va pas avoir une activité commerciale très forte. Le volume de vente aussi de l'année dernière va être intéressant pour comparer aussi les objectifs qu'on se fixe dans le business plan commercial. Si vous avez une activité qui est là depuis 3 ans, bah, cette année, vous dites, bon, bah, c'était une année un peu bizarre, mon volume de vente, il est à temps, et l'année prochaine, qu'est-ce que je me fixe comme objectif? Plus 5, plus 10, plus 15 points. Donc, c'est intéressant aussi de comprendre le volume de vente de l'année dernière. Et puis, il y a des business, comme les industries, par exemple, qui lient leurs commandes avec un minimum de commandes. Ou des business comme la formation, dont la marge est variable en fonction du taux de remplissage d'une classe, par exemple. Donc ça aussi, c'est intéressant de l'indiquer dans ces matrices produits. Bref, vous avez là une matrice de base que vous allez pouvoir enrichir avec vos indicateurs business à vous, de votre modèle à vous, qui vont vous permettre de construire cette matrice commerciale produit pour ensuite envisager une action sur le digital qui du coup aura du sens puisqu'elle sera connectée à votre modèle économique. Voilà, donc ça, je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer ça parce que pour moi, on ne peut pas faire de web, en tout cas de publicité sur Internet, sans passer par cette étape nécessaire de la compréhension du modèle économique. Et maintenant, je vais enchaîner sur la partie plutôt technique et digitale que j'imagine vous attendez tous. Alors, pourquoi on investit sur le web aujourd'hui? Rapidement, quelques éléments un peu chiffrés qui sont plutôt récents. On a tous connu le marketing traditionnel et aujourd'hui on s'interroge, est-ce qu'il faut aller sur le marketing en ligne? Alors oui, il faut y aller, il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier, mais voilà un peu pourquoi il faut y aller. Aujourd'hui, le consommateur, il est surexposé aux messages publicitaires des marques, on est envahi et pollué de manière quotidienne par des 4x3, par des publicités à la télé qui n'en finissent plus, à la radio qui n'en finissent plus, etc. La croyance dans les argumentaires des marques est de plus en plus faible, et d'ailleurs, il y a une défiance générale des populations vis-à-vis de l'autorité
qui animent, que ce soit les gouvernements ou les marques aujourd'hui. C'est très compliqué d'avoir une crédibilité forte vis-à-vis des populations. Et puis, on en a marre d'être dérangé, on veut être peinard et vivre notre vie tranquillement. Et ça, c'est une réalité dans les mondes occidentaux aujourd'hui, les mondes modernes dans lesquels on vit. Deuxième chose, le marketing traditionnel, il marche plus. Les gens zappent la télé, on se désinscrit des formulaires, on n'ouvre pas les mails de publicitaires, et puis on est de plus en plus à être nombreux à être sur liste rouge. Donc voilà, vivons heureux, vivons planqués. Ce qui marche aujourd'hui, néanmoins, eh ben, c'est les canaux digitaux. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, tout le monde le dit. À travers la consultation de vidéos sur des réseaux sociaux ou sur YouTube, à travers les consultations des avis. On se rend compte que les gens ils farfouillent dans les avis. Les recherches sur Internet aussi sont un élément essentiel avant de contacter un prestataire. On veut se faire une idée. Donc voilà, il y a tous ces indicateurs massifs qui font du web des points de relais essentiels à la décision d'achat. Donc l'idée, c'est qu'afin d'attirer des clients, eh ben, les spécialistes du marketing ils doivent fournir quelque chose de pertinent. Ras-le-bol des messages creux et on doit avoir du contenu. Et voilà un peu la synthèse. Le marketing traditionnel, donc ce sont les moyens que je viens de citer tout à l'heure, il est intrusif, il cherche des leads et des clients, il communique à sens unique, c'est descendant. Quand on se prend une publicité dans la tête, on ne peut pas dire à la publicité, on ne peut pas lui parler. Il est plus coûteux, il coûte très cher, les plans médias aujourd'hui classiques sont très chers. Ça s'adresse à une communication de masse, donc très peu segmentée, et il n'apporte pas de valeur en termes de consommation de contenu. À l'inverse, le marketing en ligne, il va utiliser des moyens donc, tels que le SEO, le social, les publicités en ligne. Il est permissif, c'est-à-dire qu'il permet la communication réciproque. Il attire des leads et des clients. Il propose de réchauffer finalement les audiences. Il propose une communication ciblée à travers une consommation de contenu dédié et donc une meilleure gestion du retour sur investissement. Je continue dans la partie web, je m'approche de plus en plus des différentes régies que je terminerai par vous présenter à la fin. Mais avant, j'aimerais qu'on présente cette notion de parcours long et complexe, le parcours utilisateur. Avant, il y a 5 ans, on avait un besoin, on ouvrait Google, on tapait un mot-clé, il y avait des annonces qui apparaissaient et on transformait. C'était assez simple, c'était assez direct. Le chemin de conversion, c'était plutôt une ligne droite en les 2-3 coups, quoi. Aujourd'hui, les points de contact sont multiples. On est entre 8 et 10 sur le B2C et plus de 12 à 15 sur le B2B. Ça veut dire que l'utilisation des outils Internet a changé. Aujourd'hui, on ne passe plus que 20% de son temps sur les moteurs de recherche. Le reste du temps, on fait autre chose. On va consulter des emails, on va consulter d'autres sites, on va avoir des blogs, on va aller sur des groupes sociaux comme Facebook, par exemple. On va visionner des vidéos. Beaucoup de vidéos. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche en France. Et puis, à la fin, une fois qu'on a construit un peu notre réflexion, qu'on a pris de l'information, qu'on a écouté à droite, écouté à gauche, qu'on a vu la thèse et l'antithèse, eh bien, on a réussi à formaliser la réponse du problème initial, de la douleur initiale. Et cette réponse, elle se traduit donc par du search, avec des mots-clés qui, du coup, vont être très spécifiques et sur lesquels les annonceurs vont pouvoir annoncer afin d'avoir un trafic, du coup, qui sera très qualifié. Alors ça, c'est compliqué. On se dit, mais ok, mais comment on théorise tout ça? Parce que j'imagine que d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une tranche d'âge à l'autre, d'une cible à l'autre, le parcours, c'est pas le même. Oui, vous avez raison, il y a autant de parcours que d'êtres humains. Donc, pour arriver à synthétiser tout ça, nous, on utilise cet entonnoir, qui est l'entonnoir de l'inbound marketing, c'est pas nous qui l'avons créé, et qui permet de finalement organiser les internautes en fonction de leur maturité. Pas maturité sur le web, mais la maturité par rapport à votre produit, par rapport au service que vous allez proposer. Donc la première brique en haut, c'est comment on génère de la notoriété, comment on développe un reach massif et ciblé à travers un contenu dédié sur nos différents segments de cible. Ensuite, on va accélérer la considération. Donc, on va générer de l'intérêt. On va proposer des solutions après avoir identifié les douleurs des prospects. Et puis enfin, on va proposer de la conversion. Ici, cette étape-là, c'est clairement le search qui va permettre d'aller capter l'internaute lorsqu'il recherche sa solution. Et puis enfin, on va capitaliser sur les gens qui auront évidemment conclu. On va en faire des ambassadeurs qui vont permettre de provoquer cette fameuse récurrence que j'évoquais tout à l'heure. Cette stratégie-là, cette méthode-là, elle ne marche que si en amont, vous avez fait un travail sérieux et lucide sur la segmentation de votre cible.
c'est ce qu'on appelle des avatars ou des profils persona. Vous avez qualifié de manière précise et certaine les différentes cibles marché que vous avez. Et une fois que vous avez segmenté ça, eh bien, vous pouvez proposer à ces différentes cibles des contenus de communication et un programme de communication adapté avec une ligne éditoriale qui est marquée et qui est adaptée, des contenus adaptés, etc., etc. Donc, ça, c'est la théorie. En pratique, il y a tout un travail, je dirais, marketing traditionnel à mener dans la segmentation des cibles qui est absolument fondamental. Alors, la bonne équation pour nous, c'est quoi? Bah, aujourd'hui, les programmes digitaux qu'on met en place, ils se divisent grosso modo entre deux catégories de leviers. Il y a les leviers court terme, qui vont être plutôt sur la partie conversion de l'entonnoir, qui permettent de capter de la demande, capter de la recherche, de la solution et de proposer le service adapté en face. Donc ça, c'est Google Ads principalement qui écrase le marché aujourd'hui. J'ai rajouté aussi Bing Ads, c'est la régie de Microsoft qui quand même est intéressante à travailler en complément de Google et pour certaines typologies particulières de secteurs. Mais voilà, c'est principalement les deux gros leviers qu'on utilise, avec évidemment aussi les réseaux sociaux dans leur régie publicitaire. Hein. Dans les réseaux sociaux, vous avez les réseaux sociaux d'animation de contenu, de création de communauté, de génération de likes, etc., qui est plutôt la partie naturelle, ou en tout cas de community management des réseaux sociaux. Et puis beaucoup, aujourd'hui quasiment tous, proposent une régie publicitaire sur laquelle on peut sponsoriser des annonces. Et évidemment, la sponsorisation d'annonces des réseaux sociaux, elle est aussi dans cette brique de court terme d'acquisition directe. Et puis à moyen long terme, on a d'autres leviers sur lesquels on peut activer. Ça va être le référencement naturel, ça prend du temps. Hein, beaucoup d'entre vous doivent se demander est-ce que je mets de la pub dans Google ou est-ce que plutôt je me concentre sur mon référencement naturel? Je veux dire, il faut faire les deux, mais le référencement naturel, c'est un marathon. Hein, Google, c'est plutôt un sprint. Le SEO, ça va être un marathon. On est entre 10, 12, 15 mois avant d'avoir des résultats probants et d'avoir un ROI satisfaisant sur un travail sur le référencement naturel. Mais néanmoins, il faut le faire, sinon on se fait grignoter par les concurrents. Et puis après, donc c'est ce que j'évoquais sur la partie community management des réseaux sociaux qui sont de plus en plus nombreux. Voilà, j'ai rajouté le réseau display aussi, qui est un élément intéressant pour appuyer la conversion à long terme et qui va travailler sur les données d'audience. Et puis j'aurais pu rajouter aussi, j'en parlerai peut-être à la fin, mais c'est tout ce qui est l'inbound marketing, c'est-à-dire toute la structuration des messages qui vont permettre d'aller capter le haut de l'entonnoir à travers l'ensemble de la création de contenu. Voilà. Donc finalement, vous avez tout ce qui est inbound marketing, création de contenu, notoriété, marque, les réseaux sociaux, ça fait un tout qui est plutôt long terme, plutôt haut de l'entonnoir. Et puis vous avez tout ce qui est régie payante, qui va permettre d'aller chercher plutôt le bas d'entonnoir et de la conversion sur du trafic qualifié. Allez, je rentre rapidement sur les leviers, parce que peut-être certains d'entre vous ont une connaissance partielle. Si d'autres les connaissent, je vais aller vite. Qu'est-ce que Google Ads et comment lancer sa première campagne? Voilà une page, quand je tape t-shirt enfant, voilà ce qui s'affiche. Vous voyez ici, on a des catégories qui sont encadrées, qui sont donc les annonces. C'est là où finalement les résultats de Google Ads vont s'afficher, donc ils s'affichent au-dessus de la page. Et puis en dessous, vous avez les liens qu'on appelle de référencement naturel. Alors là, j'étais sympa, je vous ai mis une page où on voit que le référencement naturel a encore sa place. D'autres pages ici, entre les deux, vous avez un Google Maps, vous avez de l'image, vous avez d'autres choses. Et finalement, on ne voit qu'un seul lien dans la page dans le référencement naturel. Donc, du coup, Google, évidemment, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Hein. Il promeut l'affichage de ses annonces, comme les annonces publicitaires dans le journal. Hein. C'est des petites annonces, c'est exactement la même chose. Donc voilà comment s'affiche l'annonce sur Google Ads, comment ça marche. On achète des mots-clés, on crée des annonces qui correspondent à ces mots-clés et qui seront ensuite placées sur la fameuse page qu'on vient de voir, et on paye Google lorsque l'annonce elle est cliquée. C'est ce qu'on appelle le coût par clic. Donc tant que l'annonce s'affiche, on dit qu'elle s'imprime, tant que l'annonce s'affiche, on paye pas. Par contre, dès qu'on clique dessus, on paye Google avec ce système du coût par clic, qui est un système d'enchères. C'est là où Google a été malin dans son business model, c'est-à-dire que si j'annonce sur t-shirt enfant et que je mets une enchère au clic à, on va dire, 50 centimes, et à côté de moi, j'ai mon concurrent qui va pouvoir annoncer à peut-être 75 centimes et qui sera positionné devant moi. Du coup, si ça m'énerve avec cette positionné devant lui, j'ai monté mon enchère, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des secteurs où l'enchère, on a des enchères à 100 euros. Hein, le clic. Voilà, donc c'est le principe un peu de la régie. C'est exceptionnel le 100 euros, hein, vous inquiétez pas. Hein, d'habitude, c'est pas ça. On est globalement sur des enchères entre 50 centimes et 3 euros selon les secteurs. Voilà.
Alors, l'intérêt et l'avantage du référencement payant, bah, c'est de se positionner rapidement sur des mots-clés stratégiques, hein. Vous ouvrez un compte, vous créez une campagne, en 20 minutes, les annonces se diffusent. De tester aussi les mots-clés. Vous verrez que contrairement aux croyances qu'on peut avoir, et ça le fait cas à chaque fois sur nos différents clients, l'annonceur nous dit bah, il faut afficher sur ce mot-clé, c'est hyper important. On affiche et puis en fait pas du tout. Ça marche pas du tout parce qu'on ratisse un trafic qui est hyper toxique ou hyper polluant. Et donc on est vraiment dans une logique de tester les sémantiques clés. Et puis évidemment bah, ça va générer des ventes et du retour sur investissement comme je disais tout à l'heure. Allez, je vous parle un peu des médias sociaux. J'en ai retenu 4 aujourd'hui. Je voulais parler de YouTube, qui est le plus divertissant de tous. Alors, bon, je vous laisserai prendre connaissance des chiffres, je vais pas tous les dire. Le profil type de YouTube, c'est 18-34 ans. Euh, Plutôt, on va dire, kiff-kiff entre hommes et femmes avec un léger avantage aux hommes. Et la stat qui m'intéresse de vous partager, c'est que 90% des utilisateurs ont découvert une nouvelle marque ou un produit grâce à YouTube. Ça veut dire que c'est un média qui permet la pénétration de marché, qui permet le lancement de produits ou le lancement de marques d'ailleurs, parce qu'il y a un côté très viral et l'être humain adore cliquer sur un bouton play d'une vidéo, c'est comme ça, voilà, on a été foutu comme ça. Donc c'est bien face à des business qui misent sur la curiosité ou le buzz. Je vous parle de Facebook maintenant, qui est bon, bah, le plus populaire. C'est le profil type, c'est des millennials, donc les 25-35. Là aussi, pareil, assez équilibré entre les hommes et les femmes. Ce qui m'intéressait de vous partager sur cette slide-là, c'est que 51% des Français utilisent Facebook pour collecter des informations sur une marque ou un produit. Contrairement peut-être à votre idée reçue qui serait de dire que Facebook ne marche que pour le B2C, eh bien non, parce que derrière le monde professionnel se cachent des êtres humains qui aussi ont des vies et des interactions personnelles, qui vont donc sur Facebook à titre personnel et qui ensuite le capitalisent dans leur univers pro. Donc Facebook, ça marche pour les deux c'est un média d'information, de renseignement, d'éveil lorsqu'on commence à s'intéresser ou qu'on vient de découvrir une marque ou un produit. Associé à Facebook, Instagram, de la photo, où là aussi c'est intéressant d'aller chercher de la communication auprès d'un profil plutôt 20-30 ans. Et ce que je souhaitais retenir aujourd'hui, c'est que 60% des utilisateurs d'Insta déclarent découvrir de nouveaux produits grâce au réseau social. Donc là aussi, une part, on va dire conséquente, en tout cas majoritaire, sur la découverte de produits. Voilà, donc c'est aussi pas mal d'avoir ça dans son mix média, en se disant que ça peut être un levier intéressant à travailler. Puis je termine par LinkedIn, qui est la plateforme B2B, qui est en train suite à nos nombreux mois de confinement, d'être intéressante pour pas mal de business. Le profil type, c'est un ou une salariée du tertiaire, moyenne d'âge 44 ans. Donc, c'est pas les petits genoux qui sont sur LinkedIn. Alors, c'est un outil qui a été au départ très utilisé dans le recrutement par les cabinets RH. Voilà, néanmoins, aujourd'hui, ce qui est intéressant de retenir, c'est que 94% des entreprises B2B sont sur la plateforme et l'utilisent. Donc, si vous êtes dans un métier B2B, il n'y a plus à hésiter. Il faut remettre à jour votre profil LinkedIn, changer votre photo, mettre à jour votre parcours et puis commencer à vous intéresser aux mécaniques de fonctionnement de cette régie-là. J'espère que je vais pas trop vite. 11h38, bon, j'essaie d'accélérer, mais voilà. Alors, l'avantage pour les réseaux sociaux, c'est de développer l'image de sa marque et aussi de sa communauté. Je pense au business qui fonctionne sur une forme de viralité, de susciter l'intérêt de vos audiences cibles. Ça, c'est très important, le fait de susciter l'intérêt. Je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le digital permet d'aller pousser un contenu avec une valeur ajoutée auprès d'une cible qui a été définie. Le réseau social est une très bonne plateforme de diffusion de cette approche-là. Et puis, on génère du chiffre d'affaires, oui, messieurs, dames, sur les réseaux sociaux. On peut le générer de manière directe, mais aussi de manière indirecte. Alors, c'est quoi le chiffre d'affaires indirect? Je vais peut-être en parler maintenant parce que c'est un élément, c'est un petit peu technique, mais je crois que c'est très important que pour ceux qui sont déjà actifs sur le web et puis bon, à fortiori ceux qui le seront demain, vous ayez ça en tête. Si vous avez un site de vente en ligne, par exemple, donc un site e-commerce,
et que vous avez eu la présence d'esprit de paramétrer des outils de tracking, comme Google Analytics par exemple, qui vous remontent votre chiffre d'affaires, alors je peux dire que vous avez déjà un bon éveil digital. Ça peut vous paraître basique, mais beaucoup d'annonceurs n'ont pas fait ce paramétrage-là, et c'est le niveau zéro de, je dirais, la compréhension et de l'optimisation. Si vous avez fait ça, ça veut dire que vous savez lire votre chiffre d'affaires en fonction de vos différents leviers. Que ce soit Google Ads, Bing, Facebook, LinkedIn, le naturel, vous savez ventiler votre chiffre d'affaires en fonction de ces leviers-là. Et l'outil Analytics, dont vous donne cette information, lui, il attribue le chiffre d'affaires au dernier clic. Alors, ça veut dire quoi le dernier clic? Ça veut dire que le chiffre d'affaires est attribué au levier qui a engendré la transaction. Le dernier levier qui a proposé la transaction. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, l'internaute, il ne fait pas juste une visite et puis il achète, ce serait trop beau. On a vu qu'il faisait plusieurs points de contact. Donc, il vient par plusieurs leviers. Et donc, on peut considérer que ces leviers ont participé à la conversion finale. Un peu comme une équipe de foot. Le buteur, il marque parce que les petits copains derrière, ils ont su faire les passes. Ben là, c'est la même chose. Le levier, on va dire par exemple Google Ads, à la fin, il transforme parce qu'avant, l'internaute, il est venu par Facebook, il a vu votre vidéo sur YouTube, il est revenu par le naturel, etc., etc. Donc, comment on attribue la valeur à ces indicateurs intermédiaires? On ne peut pas dire c'est 100% de buteur. Ben non, ce serait faux. Ben, c'est ça le chiffre d'affaires indirect, c'est qu'on va monter des modèles qui vont attribuer la valeur de la vente et qui vont la répartir en fonction des différents points de contact et des différents leviers. Du coup, eh bien, on dit que c'est un chiffre d'affaires indirect. Les leviers qui ont participé à la vente ont une valorisation de la vente. Donc, ce chiffre d'affaires indirect, on peut le lire à travers ce que j'ai expliqué sur Google Analytics. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de provoquer du chiffre d'affaires en ligne, mais ça permet aussi d'aller engendrer ce qu'on appelle du web to store, c'est-à-dire d'engendrer le trafic vers votre point de vente physique, si toutefois, évidemment, vous en avez un. Allez, j'attaque le SEO maintenant. Je ne vais pas vous faire un cours sur le référencement naturel, parce que c'est très technique. Par contre, j'aimerais vous donner quelques clés pour comprendre la méthode. C'est très important, si vous avez envie de vous lancer dans du référencement naturel, que vous compreniez la méthode. Donc, dans le référencement naturel, les actions, elles se répartissent entre deux grandes familles. D'abord, ce qu'on appelle les optimisations on-site. Donc, ce sont toutes les optimisations qui sont réalisées directement sur votre site Internet. Vous êtes dans votre garage, la porte, elle est fermée, et vous avez votre voiture, là, vous êtes en train de retaper. Ben, c'est ça l'on-site. Et vous faites les roues, vous gérez le moteur, le carbu, les freins, la peinture, etc. Ça, c'est votre site et c'est l'on-site. Et puis ensuite, la deuxième famille, c'est l'off-site. C'est toutes les optimisations en dehors du site. C'est ce que j'appelle, moi, l'évangélisation de votre site. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer à trouver des points d'appui sur d'autres plateformes web qui vont parler de votre site. On appelle ça des backlinks ou des liens hypertextes qui vont pointer vers votre site. Et dans le référencement naturel, quand on parle d'off-site, on parle d'autorité. Il faut que vous trouviez des sites qui ont une forte autorité. Donc, c'est quoi une forte autorité pour Google? C'est des sites qui sont crédibles vis-à-vis des robots de Google. Si vous arrivez à créer des liens de connexion entre ces sites-là et le vôtre, eh bien, vous allez fortement augmenter votre index. Et là, on rentre dans tout ce qu'on appelle l'ARP digital et le réseau d'influenceurs que vous allez pouvoir aussi travailler dans ce sujet-là. Alors, du coup, il y a la pyramide du SEO. Pareil, c'est pas moi qui l'ai inventé, vous trouverez ça en ligne, sous d'autres formes, d'autres mettre des fusées. Voilà. Une pyramide, ça se construit en partant de la base. On n'oublie pas ça. Donc, niveau 1 de la base, infrastructure fiable et évolutive, c'est tous les audits techniques de votre site. Je vais introduire un mot technique qui est le mot CMS. Le CMS, c'est la plateforme qui va propulser votre site. Vous en connaissez tous. On connaît WordPress, PrestaShop, Magento, Shopify récemment. Choisissez bien votre CMS pour lui permettre de pouvoir travailler votre référencement naturel. Ne le choisissez pas juste parce que les templates sont jolis ou parce qu'il n'est pas cher ou parce que c'est facile, on fait du drag and drop et du coup on construit un site comme ça, boum boum boum, et puis à la fin on a un truc dont on n'est pas propriétaire, qui permet pas l'optimisation SEO, qui nous coûte quand même du pognon parce que finalement il y a un abonnement mensuel et derrière ça va vous freiner à terme dans la construction de votre business. Donc soyez exigeants sur votre CMS, ce qui ne veut pas dire que vous devez prendre forcément le CMS le plus cher, le plus compliqué. Il faut aussi
arriver à trouver l'équilibre entre simplicité, démarrage. Hein, quand on lance une activité, on n'a pas envie de prendre le truc déjà parfait. Mais voilà, soyez attentifs au travail que vous allez pouvoir mener sur référencement naturel avec le CMS que vous aurez choisi. Ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est la plus importante parce que c'est elle qui va définir tout le travail que vous allez mener, non seulement sur le référencement naturel, mais aussi derrière sur la partie notoriété, c'est la définition de vos mots-clés. C'est-à-dire que dans le référencement naturel, vous vous souvenez, j'ai dit qu'on mettait entre 10, 12, 15 mois avant d'avoir des premiers retours. Si vous vous plantez au départ sur les mots-clés que vous avez choisis pour les faire monter dans l'indexation, bah, c'est 10, 15 mois de perdu. Hein. Donc réfléchissez bien au départ à la sémantique que vous allez choisir. Moi, je conseille de faire la chose suivante. Je croise deux informations. Je prends les mots-clés qui sont les moins visibles, sur lesquels vous affichez en page 3, 4, 5 de Google. Donc en gros, personne ne vous voit. Vous prenez cette liste de mots-clés-là, et dans cette liste-là, vous sélectionnez les mots-clés qui, pour vous, vont engendrer du chiffre d'affaires. Alors, comment on fait pour savoir? On n'est pas Madame Irma. Non, c'est vrai, personne n'est Madame Irma. Et bien, c'est là où l'intérêt du référencement payant peut intervenir, parce que souvenez-vous, le référencement payant, on choisit des mots-clés. On va donc les tester très rapidement sur le web pour voir quelle est leur performance en termes d'audience. Est-ce que ce sont des mots-clés qui amènent du trafic? Est-ce que ce sont des mots-clés qui engendrent de la conversion ou plutôt de l'information? Donc, la régie Google va vous renseigner sur la pertinence des mots-clés à choisir. Donc, vous croisez ces deux éléments, les mots-clés qui ne vous rendent pas visibles aujourd'hui, donc sur lesquels vous avez des marges de progression en termes d'indexation, et deuxièmement, des mots-clés qui vont pour vous engendrer de la monétisation et du chiffre d'affaires. Et ça, c'est votre liste de mots-clés. Elle est aggravée dans la tablette de la loi. Hein. C'est aggravé dans le marbre. Vous n'en changez plus. Hein. Donc, il ne faut pas se tromper. Et pas besoin d'en mettre 50 000. Hein. 10, 15 mots-clés, souvent, ça suffit à provoquer de la rentabilité. Alors, ça dépend de quel est votre business, hein, mais souvent, moi, je dis souvent entre 15 et 50. Voilà. Au-dessus de 50, ça demande un travail qui est beaucoup plus fort. Parce qu'après, chaque mot-clé va être lié à une page dont on va travailler les contenus. Justement, les contenus, c'est la troisième étape de la fusée, de la pyramide. C'est les contenus qualitatifs et quantitatifs. Ça va être tous les contenus qu'on appelle textuels, donc c'est la rédaction de vos contenus, hein, d'autres à lire. Et c'est le contenu caché qu'on appelle le contenu HTML. Et ça, c'est pas l'internaute qui va lire, c'est le robot de Google qui va passer votre site au crible et qui va checker tout un tas d'indicateurs. Et le contenu HTML est un élément qui en fait partie. Certains d'entre vous ont peut-être entendu des mots comme balise méta, balise title, HN et méta description. Voilà, ce genre de choses. Et ben ça, c'est des choses qu'il va falloir aussi remplir pour les moteurs de recherche. Ensuite, on part sur l'évangélisation, les liens externes, donc toute la partie off-site. Et puis, le dernier élément, c'est l'audit social, qui pour moi est... Donc là, on va s'appuyer sur les réseaux sociaux, on va s'appuyer sur la propulsion de contenu sur je vous ai parlé tout à l'heure d'RP digital. Et ça, cette brique-là, elle est connectée avec toute une stratégie de notoriété. Voilà. Et ça, c'est le principe de construction d'une stratégie de référencement naturel. Donc, en résumé sur le SEO, les trois avantages, c'est on capitalise sur la visibilité de votre plateforme de conversion, puisque du coup, vous êtes plus visible, puisque vous allez monter en indexation hein, dans vos mots-clés. Vous allez assurer de façon pérenne un trafic qualifié, et puis vous allez générer du chiffre d'affaires et du retour sur investissement, dès lors que vous faites ce que j'ai dit, que vous croisez hein, les mots-clés qui, pour vous, engendrent du chiffre d'affaires. Allez, j'arrive à la fin, j'arrive à l'importance de la data. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. La data, ça permet de mesurer les performances de votre site et de chacune de vos actions de marketing digital. Avant, on se disait, bon, allez, on se fait une pub à la télé, ça coûte 150 000 et puis ça donne quoi? Bah, je sais pas. C'était ça. Hein. On parlait en ODV, en opportunité de voir. On dit, bah ouais, mais ça a été imprimé, donc ça a été vu par des millions de personnes. Ouais, ok, mais derrière, ça a converti, ben, on ne sait pas. Là, avec le web, ça, c'est fini. Vous n'avez plus le droit de dire ça. C'est interdit. Si vous avez une plateforme en ligne qui monétise, vous ne pouvez pas dire je ne sais pas. Vous avez tous les outils aujourd'hui qui existent pour savoir. Donc, c'est la première chose à faire, c'est savoir. Ayez l'information. C'est très important pour vous en tant que patron. Ensuite, vous connaissez du coup la renta de vos différentes sources de trafic. Oui, parce que si vous ne savez pas, vous n'avez pas envie d'investir. Mais si vous savez, ben, vous pouvez dire ce truc-là, il ne marche pas, j'arrête. Ce truc-là, il marche bien, j'augmente. Quand je dis ce truc-là, c'est le levier. Hein, est-ce que Google Ads, ça marche? Je sais pas. Là, je sais, ça marche. Ouais, vas-y, j'augmente les budgets. Alors, ok, ça marche, très bien. Comme ça, j'augmente ma renta. Et donc, vous optimisez vos investissements.
vous optimisez vos investissements et vous optimisez votre stratégie digitale. Ce qui ne veut pas dire que vous devez tout faire. Vous pouvez commencer par un levier, voir si ça marche. Et puis si ça marche, bah, vous vendrez du cash flow, et puis vous en mettez un deuxième, et puis un troisième, etc., etc., etc. Il n'y a pas besoin de tout faire d'un coup sur le web, peut-être contrairement à ce que vous pensez. On commence petit avec un levier et on optimise. Alors, qu'est-ce qu'on suit comme indicateur? Parce qu'il y a plein des indicateurs. On peut être noyé sous les indicateurs aujourd'hui. D'abord, il y a le nombre de visites. Ça traduit quand même, je dirais, la capacité de votre site à être connu aujourd'hui. Deuxièmement, le taux de rebond. Alors, le taux de rebond, c'est le nombre de gens qui arrivent sur une page et qui repartent aussitôt. Ça aussi, c'est intéressant de le savoir parce que ça vous renseigne quand même sur la qualité de votre site. C'est comme si vous rentrez dans un magasin, vous poussez la porte et puis vous ressortez direct. Parce que ça sent pas bon, parce parce que c'est noir, parce que le mec que vous avez vu, il vous fait peur. Bon, bref, vous êtes trompé, quoi. Troisième élément, le taux de conversion. On en a parlé au-dessus, je reviens pas dessus. Le nombre de leads que vous générez sur un site de lead ou le nombre de paniers et de ventes que vous faites sur un site de vente en ligne. Et puis, votre chiffre d'affaires et leur évolution. Ce qui est intéressant, c'est pas de voir l'indicateur à un instant T, c'est de voir son évolution par rapport à la semaine dernière, au mois dernier, à l'année dernière. Voilà, c'est ça qui compte dans les KPI, c'est de voir l'évolution, les écarts qu'il y a. Est-ce que mon trafic, donc mon nombre de visites sur mon référencement naturel baisse? Bah, c'est intéressant de le savoir. Moi, j'ai des clients aujourd'hui sur qui on intervient uniquement sur la partie payante et ils me disent bah, je comprends pas, mes ventes baissent. Bon, regarde, ils sont à 50% de moins de trafic sur le référencement naturel. Bah oui, mais c'est normal, votre SEO il chute. Là. Donc nécessairement, bah, le chiffre d'affaires il chute aussi, hein. Même s'il compense par de l'ADS, il ne peut pas tout compenser. Donc voilà, soyez dans une logique de comparaison par rapport à des périodes qui ont du sens et regardez les évolutions. Savoir que vous faites 50 000 ce mois-ci, je ne sais pas si c'est bien, non, j'en sais rien. Par rapport à l'année dernière, c'est comment? C'est mieux, c'est moins bien? Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Donc l'idée, c'est de centraliser les données. Donc là, j'ai mis Google Analytics parce que c'est un outil qui est déjà gratuit et qui est extrêmement puissant et qui permet de connecter l'ensemble de vos leviers, de faire une synergie entre ces leviers, de comprendre que si demain vous avez si vous investissez sur toutes ces régies-là, de voir laquelle marche. C'est quoi la proportion de gains de chiffre d'affaires de RIP en fonction de mes différents leviers. Donc voilà, c'est fondamental d'avoir si vous devez faire un truc aujourd'hui et que vous n'avez pas fait ça, c'est ça qu'il faut faire. Avant de commencer à mettre du budget, mettez en place un outil de tracking. Donc la méthode que nous on utilise et qui j'espère va résumer ce que je viens de dire, d'abord, c'est de comprendre votre équation business. C'est quoi vos paniers moyens, vos taux de marge, vos 80-20, votre taux de transformation commerciale. Est-ce que vous êtes un business de croquettes ou de piscine sur la fidélisation? Quel est votre cycle de vente? Est-ce que vous mettez une semaine, un mois, 6 mois à vendre? Quelle est votre pression concurrentielle sur votre marché? Deuxième élément, une fois qu'on a compris ça, donc là, on est vraiment dans une logique de comprendre. On écoute pour comprendre, on n'écoute pas pour répondre. On comprend vos contraintes, vos ambitions, on identifie vos objectifs et vos moyens. Moi, j'ai des clients qui me disent, Monsieur Le Borgne, je mets 500 € par mois sur Google Ads et je veux faire 1 million. Je dis, bah oui, moi, je voudrais une maison dans le sud de la France aussi. Bon, voilà, c'est pas possible. Donc, il faut bien mettre en rapport les moyens et les objectifs. Donc ensuite, on construit à partir de cette compréhension une stratégie digitale avec les leviers qu'on a évoqués là. On va choisir les bons leviers, y proposer des budgets et puis ensuite proposer des leviers de pilotage, le ROAS, le CPA max, le volume de trafic, etc. Et puis enfin, nous on met en œuvre, chez PumpUp, on met en œuvre le suivi de ce plan d'action. C'est-à-dire que on est opérateur direct, on est dans l'action. Et le but du jeu pour nous, c'est de créer une valeur ajoutée. C'est-à-dire que si je propose une stratégie digitale et qu'elle n'amène pas de valeur ajoutée, alors c'est sympa parce qu'on a payé pour voir, donc on a des réponses malgré tout, hein. On sait que ce truc-là marche pas, ça coûtait quand même un peu de fric, hein, donc c'est un peu embêtant, mais il faut quand même amener une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle se traduit par du chiffre d'affaires, de la conversion, du ROI, de la lifetime value, etc., etc. Et puis une fois qu'on a terminé ce cercle-là, cette dynamique vertueuse, qu'on a provoqué un succès par l'obtention d'une valeur ajoutée, eh ben on peut du coup aller enclencher un autre cercle d'optimisation sur une autre régie, un autre marché, une autre cible, d'autres produits, un autre projet, quoi. Et ça permet aussi de faire croître chez le client la maturité business. Vous ne savez pas le nombre de clients qui ne connaissent pas leur 80-20, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui sont des TPE, des PME. Et je leur dis, c'est quoi au 80-20? Je sais pas. C'est quoi votre taux de fidélisation? Je sais pas. Donc, c'est un peu embêtant quand même, parce que c'est pas à nous de faire ça. Mais par contre, eux, ça les fait quand même progresser sur la maturité business.
Et puis enfin, ça vous fait aussi progresser sur la maturité digitale. Nous, alors je sais pas si, j'espère que vous l'avez vu dans cette présentation, mais il y a un élément qui est très important pour nous, c'est le côté didactique. Dans les échanges qu'on a avec nos clients, on transmet aussi la compétence. Parce que si notre client il comprend ce qu'on dit, bah, du coup, on peut construire avec lui des programmes digitaux qui vont loin et mettre en place des leviers qui vont loin. Donc, c'est important de aussi faire grandir la maturité digitale chez nos clients. Et chez vous, donc demain, c'est important aussi de vous intéresser un minimum à ce sujet-là dès lors que vous mettez de l'argent dessus. Voilà, j'en ai terminé, 11h55. Merci à tous pour avoir suivi la construction de son business plan commercial sur le web. Un grand merci, Jocelyn, pour cette présentation passionnante.